Bonjour Florent, je suis avec Pierre et Thibaut pour le 4L Trophy. Rappelons un peu les événements qu'il y a eu, même avant ce 4L Trophy. On va tout savoir tout de suite sur RVVS et dans Reportage VIP. Quand on a créé l'association, c'était quand? C'était en février, il me semble, mars? Plutôt mars. Ouais, plutôt mars. Et on a créé, d'ailleurs, ça se crée super facilement en fait, une association. Sur internet, on a rempli 3 feuilles et l'association a été créée. Ensuite, on a dû envoyer aussi par contre un dossier à Rouen pour qu'il soit enregistré au RCS. Donc après, une fois que c'était fait, tout était créé et l'association pouvait partir. L'association pouvait partir, il fallait des membres, vous étiez 2 ou plusieurs? Alors on était 2, alors Thibaut était président et j'étais trésorier. Ensuite il y a d'autres membres qui nous ont rejoints, donc au total nous étions 8, mais finalement 10, mais au finalement 4 membres n'ont pas pu participer parce qu'ils n'ont pas trouvé les fonds nécessaires pour participer à la course, ou la motivation. Et donc au final nous sommes partis, nous étions 3 équipages de 2, donc 6 au total, donc on était 6 membres actifs en tout cas. Voilà. Et justement, d'où est venue cette motivation pour se lancer dans un rallye? Alors d'où c'est venu, déjà on aime bien tous les deux, je crois qu'on aime bien l'automobile en général, donc les rallye raids. Le côté pouvoir aider en même temps, donc ça permet de lier les deux. Donc oui, le 4 Trophy, c'était la seule chose qui répondait à ce désir. Avec le Student Challenge. Avec le Student Challenge, qui est un challenge qui ressemble au 4L Trophy, sauf qu'il n'y a pas l'obligation d'être étudiant, parce que je sais que cette année, les personnes qui ont remporté, il y avait un étudiant et le père d'un de ces étudiants. Il n'y a pas l'obligation d'avoir une 4L, donc il y a des personnes qui viennent avec leur voiture de tous les jours et qui décident de traverser le désert avec, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais ils le font quand même. Et ils sont surtout moins nombreux parce que nous, on était 1400 au départ et eux n'étaient qu'en 100, 150 à peu près, ouais. Je crois. En termes de voiture, c'est-à-dire que nous, on est 3000 personnes. Quoi. Oui, parce que 2 par voiture. Ouais. Dans votre association, les équipages étaient de la région ou partout dans la France, on pouvait retrouver votre équipage? Vos équipages? En fait, on était tous de l'SCE, mais il y en a qui habitaient à Montpellier. Il y a Cyril qui habitait à Montpellier, mais au final, on est tous de Paris. Quoi. On est tous parisiens. Et au niveau de la voiture, comment l'avez-vous trouvée? Alors, on l'a trouvée sur Le Bon Coin, le fameux site internet. C'est pas forcément une très bonne idée, parce qu'on trouve de tout sur Le Bon Coin. D'aspect, elle était en bon état, mais il s'est révélé qu'au retour, c'était un petit peu plus difficile. Parce que elle a subi pas mal de chocs et autres désagréments qu'occasionne le désert. Donc on a eu pas mal de pépins sur le retour. Voilà. Avant le rallye, vous avez fait des vérifications techniques de la voiture? Oui, en fait, surtout en l'achetant, en fait, on s'était vraiment concentré sur le châssis, voir qu'il était vraiment sain ou pas. Il était sain, mais par contre le reste, c'était pas la même idée. Enfin, vraiment, qu'est-ce qu'on a eu comme problème en tout? On a eu des problèmes un peu partout, en fait, pompe à essence, radiateur, carburateur, allumage. On a crevé 6 fois. Ouais, 6 jours pour moi. Et par rapport au budget? Alors là, on a eu de la chance parce qu'on a envoyé beaucoup de dossiers. Donc on a préparé un dossier de sponsoring avec à l'intérieur un formulaire pour nous supporter. Et on a eu la chance qu'une entreprise qui s'appelle Valo, qui est un fournisseur de pièces automobiles pour pas mal de grandes marques, notamment allemandes, nous a contactés pour nous sponsoriser à la hauteur de la totalité de notre budget. Donc ils nous ont demandé de le revoir légèrement à la baisse, environ 7 000 €. Et ils ont décidé de nous sponsoriser donc sur la totalité. Donc ils nous ont fait une personnification, ils ont personnalisé la voiture. Ils ont fait une décoration qui était intégrale aux couleurs de l'entreprise. Il faut des fournitures pour pouvoir participer au rallye, c'est une mention obligatoire. C'est un rallye exclusivement réservé aux étudiants, avec un esprit de compétition certes, mais de l'entraide. Et l'entraide est une visée humanitaire, à collecter des fournitures pour ensuite les redistribuer à la population locale au Maroc. Alors oui, donc Thibaut a contacté l'école dans laquelle est son petit frère et dans l'école dans laquelle il a été scolarisé. Donc on est allé faire des présentations à des collégiens et à des élèves de l'école primaire. C'était l'école Notre-Dame de Poissy, l'institution Notre-Dame. Et donc voilà, donc c'était pour les sensibiliser au 4L Trophy, au fait que c'était des élèves qui avaient à peu près leur âge et qui n'avaient pas la chance d'être scolarisés, que ça permettait la construction d'écoles. Et donc on a organisé, grâce à l'école,
une collecte et ils nous ont ensuite contactés pour qu'on vienne récupérer les fournitures scolaires. Et donc le minimum nécessaire, c'était 2 cartables. C'est ça. Et nous, on a eu, je pense, plus de 50 kilos. Ouais, c'est ça. On a dû avoir, je sais qu'on avait une dizaine de cartables, énormément d'affaires, même trop au final, parce que la voiture, elle en pouvait plus, elle pouvait pas porter tout ça. Sur l'autoroute, on avait du mal à atteindre le 100 à peu près au début. Du coup, on a trouvé d'autres équipages, on a réparti, on a donné, et comme ça, on a pu avoir moins de poids, quoi. Parce que faut savoir que dans une 4L, on peut mettre 300 kg en fait, au maximum, nous compris. Donc une fois qu'on se met, qu'on prend le matériel de rechange pour la voiture, qu'on prend nos affaires à nous, la tente, les affaires scolaires, la voiture, elle a du mal. Et la nourriture, oui, très important. Parce que la mère de Thibaut avait peur qu'il ait faim. Donc elle nous a donné énormément de nourriture. Il y a du chocolat en poudre, il y a du chocolat... De la pâte à tartiner. Il y a la pâte à tartiner Nutella. Des céréales. Des céréales au chocolat. Plein de choses, non, ça, tout se mange. Tout. Tartiflette. Oui, il a tout ce qu'il fallait. 10 cartables, 19 trousses, 2250 feuilles, 110 cahiers, 11 classeurs, 12 livres enfants, 430 stylos, 400 pochettes plastiques, 2 porte-vues, 900 crayons de couleur, 60 crayons pastel, 10 ciseaux, 15 règles, rapporteurs et quais. L'Institut était présente. Ah oui, là, ils nous ont vraiment bien aidés, ça y a pas de souci. Comme on dit, on est passé dans 4 classes. On a été voir les 6e et les 5e et ils ont tous passé le mot et au final, tout le monde a aidé. On a même une personne, enfin une élève dont le père avait une entreprise qui avait des sacs qui ne servent à rien, donc ils nous ont donné tout ça. Enfin oui, ils ont vraiment passé le mot, ils nous ont tout donné, quoi. Et rappelons que ça va être utilisé maintenant pour pouvoir travailler dans des écoles au Maroc. Les enfants vont pouvoir utiliser et étudier. Il y a peut-être des futurs ingénieurs ou des futurs commerciaux grâce au 4L Trophy, grâce à cette initiative. Alors oui, donc ça a participé à la création cette année de 4 écoles. L'année dernière, il n'y avait eu que 3 écoles, donc cette année c'est encore mieux. Il y a une école d'ailleurs qui a pris le nom d'un des élèves qui était mort l'année dernière sur le 4L Trophy parce qu'il y a eu un accident. Donc il y a un élève qui participait, qui a eu le malheur de décéder sur le 4L Trophy sur la route du retour en Espagne. Donc il y a une école qui a été baptisée en son nom. Et ensuite, donc oui, toutes ces écoles permettent de scolariser tous les enfants. Donc les fournitures, elles sont récoltées par une association qui s'appelle Enfants du désert. Donc ils travaillent avec les populations locales pour finalement récolter les affaires, les distribuer de manière équitable pour éviter que finalement ils se retrouvent avec une certaine école avec trop de fournitures et l'autre qui en manque. Enfin, vraiment pour que ça soit assez uniforme et que chaque école ait la même possibilité de réussir. Et l'Oraluy en lui-même, d'où part-il ? Il arrive à Marrakech de mémoire, mais il part de plusieurs endroits dans la France. Oui. C'est pas si simple que ça. Alors oui, en fait, il y a 2 villages de départ en France. Donc cette année, c'était à Poitiers et à Saint-Jean-de-Luz. Et il y a des équipages qui viennent de l'Europe entière, vraiment de toute l'Europe qui participent. Il y avait des Anglais, il y avait des Espagnols, des Belges, beaucoup de Belges d'ailleurs. Bruyants, des Suisses, très bruyants les Belges. Et donc ça vient vraiment de partout. Et donc, il y a même des Marocains. Et il y avait des Marocains, il y a des équipages marocains. Chaque année, il y a des équipages marocains. Donc on part de Poitiers et Saint-Jean-de-Luz, on descend l'Espagne, soit on passe du côté Madrid, soit on passe côté Séville. On arrive à Algésiras, et une fois à Algésiras, tous les équipages se retrouvent, et on passe le détroit de Gibraltar en bateau. Donc il y a plusieurs bateaux qui sont affrétés par le 4L Trophy, il y avait quoi, 2-3 bateaux, quelque chose comme ça. Après, 4 bateaux qui c'est 2 allers-retours. Ouais, voilà. Et donc on arrive à Tanger, ensuite on est descendu dans le sud du Maroc, direction les montagnes, donc via Boulajoul, avec une étape à Boulajoul. Et Boulajoul, c'est impossible de le trouver sur Google Maps. Hein. Ça n'existe pas, c'est un nom, ils nous ont donné Boulajoul, en fait. Mais c'est impossible de trouver Boulajoul. Même avec mon téléphone, les photos elles sont géolocalisées, et je regarde sur une carte et il n'y a rien de marqué, ça s'appelle pas Boulajoul, et c'est introuvable. Ça n'existe pas, mais ça s'appelle Boulajoul, mais même eux ne savent pas vraiment où c'est. Non mais c'est vrai. Hein. C'est au milieu des montagnes, on était à 1100 mètres d'altitude. Mes parents ils regardaient sur internet, et je leur ai dit je dors à Boulajoul, ils ont cherché mais pendant des heures avec des atlas et ils m'ont dit mais Boulajoul ça n'existe pas, t'es nulle part. Et en rentrant j'ai cherché, ça n'existe pas. Donc on était à Boulajoul mais impossible de le mettre sur une carte. Donc ensuite on est descendu encore vers le désert cette fois, vers les dunes de Merzouga. On est resté sur Merzouga, c'est une étape assez connue dans le Dakar aussi. Et donc on est resté 3 nuits à Merzouga.
Donc c'est vraiment au pied des dunes, il y avait des superbes dunes à côté. On a fait 3 étapes vraiment là, de la pure piste, du désert, du sable, etc. Après on est reparti vers Marrakech directement, avec une étape en bivouac en fait, en autonomie, sur 2 jours. Donc c'était très très sympa au milieu du désert d'être à plusieurs équipages comme ça, vraiment livrés à nous-mêmes. On a fait notre feu, on s'est fait manger, on a cherché du bois, etc. Après, on est reparti, donc direction Marrakech. Et puis Marrakech, on est resté 2 jours où ça s'est fini, cérémonie de clôture. Et ensuite, on est remonté vers Tanger. Les pistes sont appropriées quand même aux 4L dans le parcours. Alors oui, donc c'est surtout de la pierre, donc c'est quand même pas beaucoup de sable. Il y a effectivement donc des oueds, donc c'est des passages de sable, donc en fait c'est des lits de rivière en général. Donc c'est du sable assez mou. Il y a des bouchons, plus que sur le périph', parce que toutes les voitures sont les unes derrière les autres et attendent pour éviter de s'entasser toutes au milieu du sable et d'avoir à pousser toutes les voitures. Donc il y a des bouchons. Donc le premier qui est assez important, on a attendu presque 1h30. Ouais, on a eu presque 1h30, donc en attendant on a fait 2 jours, on se voit un petit peu, mais ça faut pas le dire. Et donc on a traversé ça. Ensuite, donc non, c'est assez adapté quand même. Après, forcément, il y a certains qui ont mieux préparé leur voiture, donc qui ont des voitures qui sont plus aptes à passer les difficultés que d'autres. Mais en même temps, c'est aussi la joie du 4L Trophy, être ensablé, avoir à pousser la voiture des autres, attendre que quelqu'un vienne nous sortir de là. Si on galérait pas, ça serait pas drôle. Voilà. Donc c'est parti du jeu. Mais sinon, c'est assez adapté. Ouais, on fait pas de c'est tout à fait faisable pour n'importe quelle 4L. Une 4L qu'on prend tous les jours, elle passe, il n'y a pas de souci. À la base, une 4L, ça passe mieux que n'importe quelle voiture. Le principe, c'est de faire le moins de kilomètres possible, rappelons-le, et à la boussole. La boussole aussi, c'est guère pratique dans une 4L. Non, c'est pas très pratique en effet, parce que dans une 4L, en fait, avec le fer, elle est désaimantée complètement. Du coup, on est obligé de sortir de la voiture pour pouvoir trouver un cap facilement. Et donc ça se fait avec la boussole et un roadbook et on s'oriente facilement. On perd la boussole pendant 3 jours. Voilà. Et on a perdu la boussole pendant 3 jours. Donc on s'est dirigé avec le roadbook à l'instinct et à la fumée que faisaient les autres voitures, à la poussière qu'elles levaient. Donc on suivait comme on pouvait. Donc on n'a pas été aussi performant qu'on aurait bien voulu l'être. Des moments forts pendant ce rallye, de partage, d'entraide Oui, notamment d'entraide tout le temps. En fait, dès qu'on a un problème technique, il y a toujours une voiture qui s'arrête pour nous aider. Par exemple, quand je disais qu'on avait cassé la pompe à essence, il y a un équipage de Limoges en fait, qui s'est arrêté et qui nous a passé sa pompe à essence, qui est reparti. On n'a même pas eu le temps de le remercier comme il se doit. Et il faut savoir quand même, en plus, c'est pas rien, une pompe à essence, ça coûte très cher. Donc c'est quand même bien sympa de donner comme ça sans même y réfléchir. Des roues aussi, parce qu'on avait fendu la dernière roue qui nous restait, donc on n'avait plus de jantes. Donc il y a 2 équipages. Donc d'abord il y a un équipage qui nous a donné un pneu totalement avec sa jante. Puis après on a d'autres qui nous ont prêté. D'ailleurs je crois qu'il faut encore qu'on en renvoie une. Parce qu'il y en a une encore sur la 4L et il faut la renvoyer à leur propriétaire. 2. Mais après au retour, que de casse. Oui, en fait en Espagne, au fin fond de l'Espagne, dans un village qu'on ne se souvient même pas le nom, entre Valladolid et Salamanca, en fait, on a cassé notre pare-brise, tout simplement. Il s'est frité là, sur l'autoroute, il était 11h40, le soir, la nuit donc. Il faisait -2 dehors et le pare-brise, en fait, a littéralement explosé. Parce qu'on n'arrivait pas à enlever la climatisation, parce que le bouton était beaucoup trop dur, on s'est abîmé les doigts dessus. Et au bout d'un moment, on pense que ça fait un choc thermique, et ça a éclaté, mais entièrement, vraiment tout d'un coup. C'est pas une petite fissure, c'est entièrement fissuré. Donc déjà, on est heureux parce qu'on était à 100 km/h de passer de pris le verre dans sur le visage, parce que bon, ça aurait pu être un petit peu plus grave. Et donc finalement, on a attendu à Salamanque, on a après attendu la dépanneuse est venue. Le lendemain, le garagiste nous a retrouvé un pare-brise, on était reparti. Ensuite, donc pour les péripéties du retour, ensuite on a eu de la neige, 200 km plus loin à Burgos, donc on n'a pas pu rouler parce que c'était de nuit, vu que ça a pris une journée. Donc on a dû s'arrêter pour dormir parce qu'il y avait beaucoup trop de neige. Et ensuite, la voiture, on avait assez. Donc le radiateur a brûlé parce qu'au final, on a vu que le ventilateur se déclenche pour refroidir le moteur à une certaine température. Mais l'élément qui sert, qui s'appelle le thermoconducteur, je crois, donc qui sert à calculer la température, marchait plus. Donc on a dû brancher notre ventilateur en direct, donc couper le fil et brancher directement le ventilateur pour qu'il refroidisse le moteur
en constant, sauf que vu qu'il a tourné pendant 10 jours, en plus dans le désert, le ventilateur a grillé. Donc dès qu'on ralentissait, en fait, il n'y avait plus assez de vent qui rentrait dans le moteur pour le refroidir, donc en contact avec le moteur. Donc au final, la voiture surchauffait. Donc ça, c'était pas terrible. Donc ensuite, elle était à 80 de vitesse maximale. Ouais, c'est ça, 80, sachant qu'à l'aller, on avait quoi? On avait atteint 120, 125. 120, 125. Donc on devait se coller au camion. Ouais, je me collais au camion. On se faisait doubler par les camions, on prenait l'aspiration derrière les camions. On restait collé au camion, ouais. 90. C'était pas facile. Et du coup, après, moi, suite à ce problème de surchauffe, on arrive à Paris, donc ça y est, on est arrivé, mais je dépose Pierre. Et moi, il fallait encore que je rentre chez moi en banlieue, donc à Poissy. Et j'ai mis 4 heures pour faire Paris-Poissy parce qu'il y avait des bouchons, du coup la voiture a chauffé encore plus, le bouchon de liquide de refroidissement a explosé, j'ai dû m'arrêter dans un garage, j'ai dû remettre du liquide, c'était là la plus grosse galère je crois du raid en fait. Elle a consommé quasiment 10 litres d'huile entre le sud de l'Espagne et Paris, donc ça coûte cher. Et où est la voiture maintenant? Que va-t-elle devenir après ce 4L Trophy? En fait, la voiture, quand on est arrivé, on a mis la voiture au fond de mon garage, en se disant qu'il fallait qu'on la répare, et pour l'instant, elle roule toujours pas pour l'instant à cause du radiateur et l'allumage aussi qui a des soucis. Donc on va voir avec notre sponsor, justement, comme ils font pas mal de pièces auto, s'ils peuvent nous aider un peu, parce que là, on a plus d'argent, nous. Clairement, on est à sec. Un rallye éco-citoyen avec notamment l'opération Désert Propre. C'est important de le rappeler puisqu'on peut faire un rallye raid mais avoir une éthique environnementale, respecter le désert et le nettoyer après le passage du rallye. Alors oui, en fait, ça c'était assez simple. Au départ, en fait, ils nous distribuaient un sac poubelle aux couleurs du 4L Trophy et ils nous demandaient, et on le faisait d'ailleurs, d'y mettre tous nos déchets pour éviter quand même de polluer. Et il y avait 2 équipes, oui, puis les gens faisaient quand même assez attention. Et puis il y avait une équipe de nettoyage qui passait tous les soirs sur le bivouac pour ramasser les éventuels déchets qui restaient. Mais dans l'ensemble, c'était quand même assez propre et les gens faisaient assez attention. Et puis c'est après notre départ, ils ont vraiment tout nettoyé de A à Z. Et puis surtout, il faut savoir aussi qu'ils employaient, c'était pas des gens de l'organisation de 4L Trophy, c'est une entreprise locale du Maroc en fait qui venait nettoyer tout le désert. Rappelons aussi que c'est un moyen de découvrir et développer ses compétences interculturelles. On rencontre la population de temps en temps et on peut s'initier à la négociation au Maroc ou au troc. Alors au troc. Alors d'abord, le premier achat, c'était un chèche. Donc c'est une espèce de foulard qu'ils mettent sur la tête pour éviter d'avoir plein de sable dans le nez et la bouche notamment. D'ailleurs, c'est assez pratique. Alors le chèche, il a été négocié en bière parce que... Voilà, donc c'était un berbère qui est venu nous expliquer que c'était pour les familles qui nous vendaient ça, que c'était vraiment incroyablement bien d'acheter ce chèche. Puis au final, c'était trop cher, donc on lui a dit que ça ne nous intéressait pas. Il nous a quand même demandé une bière, donc on lui a donné une bière quand même pour lui faire plaisir. Il est revenu, il a pas lâché le morceau, il a insisté. Donc au final, on a eu nos chèches à 6 € chacun. 6 €, donc c'est 70 dirhams. Sachant qu'ils étaient à 20 € à peu près au départ. Qu'est-ce qu'on a négocié d'autre? Le taxi. Ah, le taxi, ouais. Moi, j'ai payé un taxi en bonbon à la menthe. Parce qu'il voulait... Enfin, il a renégocié 8 fois le prix, mais au final, on n'avait plus assez d'argent, donc j'ai dû lui donner des bonbons à la menthe. Et puis... Donc, il m'appelait le berbère, parce que les berbères négocient assez dur, et il m'appelait tous les berbères. J'ai acheté aussi une chicha, donc les narguilés pour fumer, donc pour être un peu typique. Donc ça, il était très tard. Au final, d'ailleurs, ça a failli mal tourner. Il y avait beaucoup de gens, parce qu'au final, il était très tard, il était peut-être 3 h du matin. Et tous les vendeurs, il n'y avait plus que nous sur le bivouac. D'ailleurs, Thibaut dormait. On n'était plus que 2 et on était seuls face à une quinzaine de berbères qui voulaient absolument nous donner une chicha. Et ils étaient à 15 sur nous, ils voulaient nous séparer absolument qu'on achète des chichas. Mais au final, il y a un gendarme du Maroc qui est arrivé et qui nous a brillamment sauvés. Il faut savoir qu'ici, ils ont un concept de la négociation assez particulier. C'est-à-dire que s'ils nous proposent un prix, par exemple, à 100 dirhams, mais qu'on leur dit qu'on n'est pas d'accord, ils augmentent le prix et nous le donnent à 150 dirhams. Ouais, c'est aussi assez difficile de négocier de ce côté-là. Ouais. Et comment va se réaliser cette phase de post-événement pour les partenaires? Alors d'abord, il y a beaucoup de photos. Donc déjà, ça sera beaucoup via le biais de photos. Donc Thibaut a écrit un très beau mail qu'il a envoyé au sponsor. Donc pour décrire toute notre aventure, il l'a accompagné de photos pour quand même qu'ils aient un certain suivi de notre parcours parce qu'il n'ait pas l'impression que ça soit une opération pour rien et qu'il voit vraiment le concret de ce sponsoring et de ce partenariat. Donc nous, on n'a pas beaucoup de sponsors, donc il n'y a pas eu énormément de communication à faire.
Sinon, c'était via la page Facebook, notamment. Donc, on avait une page Facebook. Donc, l'association, c'est 4L pour l'envol. Donc, on y a mis les photos. On a essayé d'actualiser le plus possible, même si c'était pas facile, parce que forcément, on capte pas la 3G au milieu du désert. Mais on essaie de faire de notre mieux. On a mis des photos, notamment de la descente et de la remontée, parce qu'en Espagne, c'était quand même plus facile. Mais ça nous a coûté cher, parce que moi, personnellement, j'ai eu 180 € de hors forfait. Ouais. Non, moi, ça sera juste 60 € de hors forfait. Le 4L Trophy a une histoire. Jean-Jacques Rey, en avril 1996, a développé cette idée d'un rallye exclusivement réservé aux étudiants en y ajoutant une dimension solidaire avec la collecte et la redistribution de fournitures scolaires en y incluant un modèle bien précis, la 4L. Je pense que c'était une bonne idée à la base. Après, le fait de se dire que les étudiants, on peut profiter de cette aventure. Parce que franchement, pouvoir faire un rallye raid au Maroc, c'est pas donné à tout le monde. Donc on a eu pas mal de chances de faire ça. L'idée de prendre une 4L, ça coûte pas cher, donc c'est très bien. Le pouvoir aussi en profiter pour aider la population locale, c'est aussi super. Après, je pense qu'aujourd'hui, ça a pris peut-être un peu trop d'ampleur, parce qu'on est beaucoup trop nombreux. On est 3000 étudiants, donc c'est 1500 4L. Comme on disait tout à l'heure, il y a des embouteillages. Donc si limité à 1000 équipages, ça serait parfait. Là, c'est génial comme arène, donc un peu moins de monde, ça serait parfait. Oui, enfin, sinon faire 2 éditions, je sais pas, faire 2 éditions par an, ça pourrait peut-être être une solution sinon. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de monde, notamment pour sortir du bivouac, parce que autant, enfin c'est pas trop grave, on n'est pas non plus pressé, hein, dans le milieu du désert on n'est pas trop pressé, mais le matin, enfin ils essayent de mettre des horaires pour un petit peu dispatcher tout le monde et éviter qu'il y ait des embouteillages. On met quasiment 1 heure à sortir du bivouac parce qu'il y a la relève des compteurs de chaque véhicule, forcément pour pouvoir calculer notre distance parcourue, et il y a la relève des compteurs au retour. Et ça fait des bouchons, mais assez importants, de plusieurs kilomètres. Donc c'est pas évident. D'ailleurs, la première fois, on a d'ailleurs été sanctionné parce que pour économiser l'essence, plutôt que redémarrer tout le temps, on a décidé de pousser la voiture. Donc on arrive devant le commissaire de course en poussant la voiture. On s'assoit dedans pour qu'il puisse finalement relever le compteur. Mais donc on n'avait pas notre ceinture, vu qu'on est juste de s'asseoir et pousser la voiture. Donc on a été pénalisé parce qu'on ne portait pas la ceinture de sécurité. Et on a essayé de négocier, avec nos talents de négociation berbères, et ça n'a pas marché. Même en choc à pic, ça ne marchait pas, on a été pénalisés. Ce qui est un peu pas très sympa, je trouve. Merci Pierre et Thibaut pour cette interview. Merci à vous, et merci à RVVS. Merci à vous, et puis merci aussi à notre sponsor Valeo qui nous a bien aidés, et à l'école Notre-Dame de Poissy pour tout le matériel scolaire qui nous ont... Et à l'ESCE qui nous a brillamment excusés pour 2 semaines d'absence. 2 semaines et demie.